et ce sera le propos justement aujourd'hui, pour une cosmologie, donc pour une cosmicité, une cosmologie fondant une cosmicité. La base S, ça n'est autre que la Terre, et le prédicat P n'est autre que le monde, un monde. Mais comme nous sommes dans notre monde, pour nous c'est le monde. Mais s'il était possible de voir cela de l'extérieur, ça serait un monde parmi d'autres. Et nous pouvons voir de l'extérieur d'autres mondes, c'est-à-dire les mondes propres à telle ou telle espèce vivante. Et dans ce cas-là, on voit bien que c'est un monde propre à telle espèce. Et comme nous sommes capables de nous transcender un peu par la pensée, nous pouvons concevoir que notre monde n'est pas le monde, mais un monde. Maintenant, une série d'images. Vous savez qu'en grec, le sujet, comme Aristote est le père de cette notion, est ce qui est mis dessous, hypo ou hypo, keimenon. Donc ce qui est mis dessous, et là-dessus on fonde des prédicats. Eh bien, ce qui est mis dessous, très concrètement, c'est la Terre, à partir de quoi nous développons un prédicat qui est notre monde. Mais cette idée, on la trouve déjà, en tirant un peu la couverture, dans un propos d'un... Ce n'était pas un philosophe, c'était un orateur, mais contemporain de Platon. Peut-être que vous vous rappelez, j'ai dû la citer déjà une fois ou deux. C'est une phrase dans laquelle Isocrate parle sans aucun propos arrière-plan philosophique, mais c'est juste une manière de dire. Il parle de la terre étendue sous le ciel. Étendue sous le ciel. Et pour dire étendue sous, il dit hypokeimene. La terre est étendue, keimene, sous le ciel, hypotokosmo. Alors ici, le ciel, c'est tokosmo. Alors, le mot cosmos, ici, veut dire le ciel. Vous savez que ça veut dire aussi le monde. C'est très intéressant que ça soit à la fois le ciel et le monde. Les grammairiens et les logiciens médiévaux en Europe en ont tiré l'idée, enfin pas de ce propos de Isocrate, mais de manière plus générale, de la logique aristotélicienne. Ils en ont tiré l'idée que le sujet est de genre féminin, et même de sexe féminin, et le prédicat de genre est même de sexe masculin. Parce que, comme dans le monde animal, le prédicat couvre le sujet, comme le mâle couvre la femelle. Et si ça vous amuse, cette image, on la trouve développée chez un poète du XIIe siècle qui s'appelait Alain de Lille, la ville de Lille, donc Alain de Lille, dans un long poème qui s'appelle La plainte de la nature, ou la plainte de Natura, des plantu naturae. Planctu naturae, en mettant, elle devient vraiment un personnage, donc c'est comme si c'était un prénom de la plainte de la nature, et c'est publié chez Jérôme, c'est paru il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, chez Jérôme Millon, un éditeur de Grenoble. Je vous en lis un passage parce que vraiment ça n'est pas piqué des vers. Par exemple, parmi ceux qui appliquent la grammaire de Vénus, alors ça veut dire simplement l'accouplement.
parmi ceux qui appliquent la grammaire de Vénus, il y en a qui, prenant la fonction du sujet, donc il s'agit de la femelle, ignorent le prédicat, ça c'est le mâle, d'autres qui se contentent, bon, etc., etc. Et dans cette perspective, les grammairiens et logiciens médiévaux ont changé le terme subjectum, qui était le plus couramment employé jusqu'au XIIe siècle, il est devenu suppositum. Et le terme prédicat, praedicatum, est devenu appositum. Voilà, mais ça peut faire rire aujourd'hui, enfin sourire au moins, mais c'est vraiment cosmologique. Ça veut dire que pour ces gens-là, vraiment, il y avait un accord, une structure générale qui allait de la grammaire jusqu'au cosmos. Et le sens qui résulte du rapport entre le sujet et le prédicat entre le suppositum et appositum, de cette union jaillit le sens. Le sens est procréé par cette union. Et ça, c'est une idée tout à fait mésologique, puisque la réalité humaine, effectivement, résulte du rapport entre ce que j'ai appelé tout à l'heure sujet et prédicat, mais plus fondamentalement, rapport entre la terre et le ciel. Et ça, c'est donc une perspective cosmologique. Et pourquoi est-ce que ça nous branche, ça nous ouvre une voie qui a tout simplement un rapport direct avec ce qu'est un être humain. C'est un bipède qui a les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Les pieds nous supportent en nous donnant une base, et la tête, c'est la tête qui pense et qui parle, et dont les mots s'envolent dans le ciel. C'est une image, mais c'est une image qui fait sens. Je vais essayer de la développer aujourd'hui. C'est de là, en somme, de la bipédie que jaillissent les cosmologies humaines. Je vous en donne un exemple. Celui-là est aussi un peu tiré par les cheveux, mais le terme qui, en japonais, dont j'ai beaucoup parlé dans les séances précédentes, qui veut dire milieu, fudo, qui est fu, c'est le vent, et do, c'est la terre. Donc le rapport entre le vent et la terre. Ici, en réalité, le vent est pris dans un sens métaphorique qui désigne plutôt les mœurs, les coutumes d'une société. Et do, c'est évidemment là où vit cette société, c'est la portion de la terre où vit cette société. Et ici, la terre est déterminée par les mœurs. Parce que le déterminant, dans la langue japonaise, c'est le contraire en français, mais dans la langue japonaise, le déterminant vient avant le déterminé. Donc la terre, do, est déterminée par les mœurs. En somme, par la manière, on va traduire les mœurs par la manière dont cette société saisit cette base. Ça, c'est le principe même de la mésologie. Et en reprenant l'image précédente, quand je disais nous avons la tête dressée vers le ciel et que les mots s'envolent au vent et rejoignent par le vent et rejoignent le ciel. Effectivement, dans la philosophie japonaise, et en particulier dans cette école de Kyoto dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, le ciel, c'est sora. Sora veut dire le ciel, et ça s'écrit avec ce sinogramme qui peut être lu que,
et qui dans ce cas-là veut dire le néant. Le néant. Et dans la philosophie de l'école de Kyoto, dont le principe était une logique du prédicat ou logique du lieu opposée à la logique du sujet qui a dominé la pensée européenne depuis Aristote. Donc, logique du prédicat, dont le foyer est le vide. Donc, ici, le ciel équivaut au vide. Le mot ciel, au sens philosophique, bouddhique, se prononce ku et pas sola. Sola, c'est concrètement le ciel que vous voyez par la fenêtre. Mais le même sinogramme prononcé ku, là, ça devient un concept du bouddhisme et qui est homologue à un concept cette fois-ci du taoïsme, qui est le néant et qui se lit en japonais me. Donc le vide bouddhique et le néant taoïste se rejoignent dans la pensée de l'école de Kyoto et ça devient, en somme, le foyer duquel jaillit tout le reste. C'est à partir du néant qu'il y a de l'être. Et c'est une vision exactement opposée à celle qui a dominé la pensée occidentale, au moins depuis Platon, si ce n'est avant plutôt, mais en tout cas depuis Platon, où ce qui est la source absolue, c'est l'être. Vous voyez ? Le néant, dans cette perspective, disons, orientale, et l'être, dans la perspective occidentale, sont les deux absolus à partir desquels il y a la réalité. Inutile d'ajouter que le ciel est insubstantiel. Le ciel est insubstantiel, on ne peut pas le toucher. En revanche, la terre, on peut la toucher. La terre est substantielle. Et je rappelle, ça aussi je l'ai dit quasiment à chaque séance, que le mot subjectum en latin est homologue du mot substantia, qui veut dire la substance. La substance, c'est ce qui se tient dessous, donc subjectum est tout à fait homologue à substantia. Et c'est fondé par des images, hein. Ce qui devient des concepts dans l'histoire de la philosophie, au départ, ce sont des images. Ce qui est dessous, c'est ce sur quoi on va fonder le reste. Donc vous avez en logique le rapport entre sujet et prédicat, et en métaphysique, le rapport entre substance et accident. Les accidents, c'est ce qui arrive à la substance dans la métaphysique. Substance et accident, sujet et prédicat. Et c'est la même image, au fond. Donc, dans tous les cas, vous avez une base substantielle. Cette base, pour qu'elle existe pour nous, il faut la saisir d'une manière ou d'une autre. Je rappelle donc par les sens, par la pensée, par les mots, par l'action, d'une certaine manière qui va donc, en passant par l'image du ciel, le ciel, il nous apporte la lumière, en tout cas le jour, donc sous un certain jour, nous saisissons la terre. Le ciel, il est insubstantiel, mais en même temps, il a une régularité qui en fait un rapport ferme pour notre pensée. D'ailleurs, cette firmité du ciel, c'est ce qui donne naissance à la notion de firmament. Et là-dessus, pour prendre une autre source de la pensée européenne, à savoir la Bible, le firmament, c'est ce qui retient les eaux d'en haut de se déverser excessivement pour rejoindre les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est la mer,
Les eaux d'en haut, c'est les eaux du ciel qui, de temps en temps, pleuvent. Mais le ciel les retient de s'abattre d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le firmament. Le firmament, il est ferme, bon, sans appesantir l'image. Il y a surtout la régularité du ciel, bien sûr. Parce que le ciel tourne de manière régulière, très régulière. Il tourne autour d'un pivot, qui est le pôle, bien sûr. Vous savez que le mot pôle vient du grec polein, qui veut dire tourner. C'est le pivot autour duquel le ciel tourne. L'étoile polaire, d'où son nom, polaire justement, ou bien dans l'autre hémisphère, c'est la croix du Sud. Ça, c'est le cosmos. Et comme dit Platon dans le Timée, c'est en même temps l'Ouranos. Le Timée, qui est c'est l'ouvrage de base de l'ontocosmologie de Platon, qui se termine par une phrase où il dit « Le cosmos, c'est Ouranos ». Cosmos, Ouranos. Ça, c'est le ciel. Ça aussi, c'est le ciel, mais ils se rencontrent en tant que ciel, mais Ouranos, c'est le ciel au sens où on peut regarder vers le ciel. De là vient le nom de la planète Uranus. Bien. Tandis que cosmos a d'autres sens fondamentaux. Fondamentalement, c'est l'ordre, et même la mise en ordre. La mise en ordre. Et c'est pour ça que le même mot cosmos, fondamentalement la mise en ordre, c'est aussi la manière de se mettre en ordre par la toilette, en particulier par la toilette féminine. Donc la parure féminine, c'est aussi le mot cosmos. Mais il y a beaucoup d'autres usages du même mot cosmos. Par exemple, en Crète, au temps d'Aristote, un juge, ça s'appelait un cosmos. Parce qu'il met en ordre. La justice met en ordre. Et ça s'appelait donc cosmos, un magistrat. Le lien entre la base, la terre, et ce qu'il y a au-dessus, le ciel, il est établi par les humains. Dans un monde humain, il est établi par les humains, et à travers des symboles divers, des images diverses, à peu près toutes les sociétés l'ont exprimé. Et par exemple, vous avez certainement entendu parler de l'expression « le fils du ciel » en Chine. Le fils du ciel, le roi, et plus tard l'empereur, il fait le lien entre la terre et le ciel. Par exemple, comme l'exprime le sinogramme Wang, qui s'écrit comme ça. Vous y reconnaissez l'élément terre que vous avez vu là, et puis ici la barre du dessus, c'est le ciel, c'est le plafond. Et le trait vertical, c'est ce qui fait le lien. Et ça représentera donc le roi, qu'on appelle, le fils du ciel, ça vient d'un autre. Ça, c'est l'enfant, et ça, c'est le ciel. Mais c'est en plus exprimé par ce sinogramme. Un axe cosmique, personnifié. Vous trouvez la même idée, exprimée un peu différemment, dans la racine indo-européenne qui a donné le mot roi en français, qui a donné rix dans la langue gauloise, d'où Vercingétorix, par exemple, ou Astérix, beaucoup de rix, qui est, à partir de cette racine, reg, R-E-G, également à l'origine du terme régularité, du terme droit, et d'autres termes connexes,
c'est également c'est cette même idée que vous trouvez là. Le prédicat par rapport au sujet, il est accidentel. Accidentel et on dira contingent, c'est-à-dire que ça pourrait être un autre prédicat. Avec une même base, vous pouvez avoir un autre prédicat. Ça, c'est illustré par les diverses cultures qu'il y a sur cette planète. Il n'y a qu'une planète, mais il y a beaucoup de cultures. Et à l'intérieur d'une même région, du point de vue des sciences de la nature, vous pouvez même avoir des comportements humains très différents. Donc ça, l'anthropologie l'a illustré tant et plus. Par exemple, un même environnement peut être exploité de manière différente par une culture différente, ou par une ethnie différente. Et ce qui sera une nourriture de choix pour les uns, ça sera l'objet d'un tabou pour les autres, etc., etc. Donne un exemple tout à fait proche, le cochon. Le cochon qui est on en mange beaucoup, y compris en Corse. Et vous savez bien sûr qu'il y a des religions pour lesquelles le cochon ne peut pas être mangé. Hein. Non seulement il est tabou, mais il est immangeable. Ça se recrache rien que le toucher. Le Timée, encore une fois, de Platon, dans ses dernières lignes, je l'ai déjà lu, mais je le relis, c'est un passage magnifique, il exprime exemplairement l'idée qu'un certain monde, c'est-à-dire un certain rapport entre la base et le prédicat, un certain monde est ce qui convient le mieux à l'être. L'être, pour Platon, il n'avait pas conscience d'être dans un certain monde, le monde grec. Il se pensait universel. Donc, c'est l'être qui est concerné. Mais, vu avec le recul que nous avons aujourd'hui, on voit bien que c'est l'être grec qui est concerné. Par ce passage, je le lis rapidement, « Ayant admis en lui-même tous les êtres mortels et immortels, vivants visibles qui enveloppent tous les vivants visibles, Dieu sensible formé à la ressemblance du Dieu intelligible, très grand, très bon, très beau et très accompli, le monde, cosmos, est né, c'est le ciel, Ouranos, qui est un et seul de sa race. » Bon. Ce que Platon exprime là, sans le savoir, c'est un principe de base de la mésologie, à savoir qu'un certain être a pour monde, le monde que cet être, dans lequel est cet être, c'est le monde qui, entre tous, lui convient. C'est-à-dire que vous avez une adéquation. On dirait fitness en anglais, une adéquation entre l'être en question et son monde. Adéquation réciproque. Et c'est pour ça que Platon emploie ces magnifiques superlatifs, très grands, très beaux, très bons, très accomplis. C'est dire que notre monde participe de notre être même. Et tout à l'heure, je parlerai un peu de Heidegger. En fait, pour Heidegger, ce déploiement, cette ouverture, c'est l'ouverture de l'être lui-même. J'ai parlé dans les séances précédentes de ce grand naturaliste Uexküll, Jakob von Uexküll, qui a ouvert les mêmes perspectives, mais à propos du vivant en général. Et donc, ce que Uexküll appelle le donné environnemental brut, le donné environnemental brut, Umgebung, devient ce qu'il appelle Umwelt, c'est-à-dire le monde environnant, le monde propre à telle ou telle espèce. Voilà. Ça, à partir des sciences de la nature. Et sans parler spécialement de phénoménologie ou autre. Cette distinction entre le donné environnemental brut et le monde environnement propre à un certain être, on retrouve exactement la même distinction, mais sur un autre plan, dans ce que Watsuzi a montré
À propos des cultures humaines, de son prénom Tetsuro, je vous rappelle, ça c'est le prénom, ça c'est le patronyme. La différence entre milieu, c'est le terme fudo, et l'environnement, c'est le terme kankyo. Voilà. Donc, à partir de cette base, ça c'est le S, vous avez un déploiement en monde, c'est-à-dire en prédicat. L'idée que le monde est un prédicat a été spécialement mise en valeur par l'école philosophique de Kyoto, et en particulier le philosophe Nishida Kitaro. Mais bon, ça, c'était juste pour rappel, puisque vous le savez déjà.